Deux jeunes enfants de 4 et 6 ans ont péri victimes d'un incendie à Choisy-en-Brie. Leurs parents n'ont rien pu faire, la maison a été détruite. Les parents ont été hospitalisés, une enquête a été ouverte. Au 67e jour de captivité de Florence Aubenas et de son guide, Jean-Pierre Raffarin évoque quelque espoir, une accélération des informations et des contacts, et ce au moment où Serge July, le patron de Libération, est à Bagdad. Après les manifestations de jeudi, le gouvernement annonce la réouverture des négociations avant fin mars dans la fonction publique sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Réaction des syndicats qui saluent un virage à 90 degrés. La sécheresse menace le sud de la France, mais pas seulement. Déjà, plusieurs régions sont concernées par le manque d'eau avec des mesures de restriction. Il n'a pas plu assez, la neige n'y change rien. Enfin, cinéma, avec la sortie de Battre mon cœur s'est arrêté, avec Romain Duris, un mélomane prince de la combine immobilière qui trouvera son salut dans la musique. C'est le 4e film de Jacques Audiard. Madame, Monsieur, bonsoir plutôt. Dans l'actualité de ce dimanche, une enquête a été ouverte après l'incendie d'un pavillon en Seine-et-Marne dans lequel 2 enfants, je vous le disais en titre, ont trouvé la mort. Leurs corps ont été retrouvés ce matin. Leurs parents n'ont pas réussi à les sauver. Ils sont hospitalisés en état de choc. Eleonore Gay, Frédéric Pasquette. Dans les débris encore chauds, les pompiers ont découvert les corps des 2 enfants de 4 ans et demi et 6 ans. Portés disparus depuis hier après-midi, le fils et la fille des propriétaires n'ont pas survécu à l'incendie qui a ravagé leur maison. Ce matin, les habitants du village étaient sous le choc. Depuis que je suis maire, c'est la première fois que je suis confronté à une chose aussi grave. Et en plus, c'est des enfants, c'est une maison, c'est catastrophique. Une nuit entière pour venir à bout de l'incendie. À 16 h hier, le feu se déclare et embrase le bâtiment en quelques minutes. Les parents parviennent à sortir mais ne peuvent sauver leurs enfants. Les pompiers n'ont rien pu faire non plus, dépassés par la violence du sinistre. Les parents étaient en état de choc face à la virulence de l'incendie. Et donc, ils sont aussi rentrés un peu dans un état de prostration face à ce sinistre. Aujourd'hui, le couple, traumatisé, est pris en charge à l'hôpital de Coulommiers. On ignore encore l'origine du sinistre. Et puis à Marseille, en pleine ville, la nuit dernière, un incendie s'est déclaré dans un immeuble de 16 étages. Une personne a été grièvement blessée, une vingtaine d'autres sont hospitalisées, incommodées par les fumées. Le feu s'est déclaré durant la nuit dans les étages les plus élevés. Une enquête est ouverte, on avance l'hypothèse d'une lampe de chevet défaillante. Les touristes français qui visitaient le Maroc et qui sont sortis indemnes de l'accident de car hier sont en train de regagner la France. Une femme âgée de 53 ans et originaire d'Aubagne a été tuée. Une vingtaine d'autres passagers blessés ont été acheminés vers les hôpitaux de la région. Florence Bouquilla, Mathieu Proust. Évacués par hélicoptère vers l'hôpital militaire de Meknès, ces touristes français victimes d'un accident de car près d'Azrou sont les plus grièvement blessés. L'autocar avec 43 passagers français avait entamé un circuit des villes impériales marocaines. Il pleuvait, le véhicule s'est renversé après avoir dérapé. Cet homme a été hospitalisé en réanimation, mais il est conscient. Dès hier, la France a envoyé 2 médecins sur place et organisé le rapatriement sanitaire des blessés transportables. Alors c'est beaucoup des lésions thoraciques, des fractures de côte, et c'est pour ça qu'on a des problèmes pour les évacuer en avion, puisque c'est une des pathologies qui est éventuellement dangereuse dans les avions. 6 parmi les plus graves vont être rapatriés aujourd'hui. D'autres sont rentrés, ils étaient vraiment peu atteints, donc ils sont rentrés en avion de ligne régulière. Il nous reste encore quelques malades graves, dont la vie est éventuellement en danger, et pour lesquels on est en train d'organiser d'autres évacuations demain matin. Lors de l'accident, une femme est décédée sur le coup. Sa dépouille sera bientôt rapatriée ici, à Aubagne, près de Marseille, où elle habitait. Toujours sur la route, cette fois-ci en France, près de Valenciennes. Un accident s'est produit cet après-midi. Le bilan est lourd. 3 personnes ont été tuées, une autre grièvement blessée. Le conducteur, semble-t-il, a perdu le contrôle de sa voiture qui a percuté un arbre avant de finir sa course dans le fossé. La violence routière, avec désormais du côté de la justice la comparution immédiate et surtout le plaidé coupable depuis la mise en place de la loi Perben. Il s'agit d'une innovation majeure en application depuis plus de 5 mois qui concerne différents délits avec face au magistrat un prévenu qui peut accepter ou non la sanction proposée. Reportage Aurélia Guillemin, Guillaume Fautra. Il a été arrêté alors qu'il conduisait avec 2,06 g d'alcool dans le sang. Oui. Le prévenu reconnaît les faits, condition sine qua non pour éviter un procès et comparaître directement devant le procureur.
La peine que je propose, monsieur, c'est une peine de suspension de permis de conduire et également une peine d'amende. 18 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. À prendre ou à laisser. C'est le principe du plaider coupable. Pas de débat, pas de plaidoirie de l'avocat, mais la tentation de négocier n'est jamais loin. Après, c'est entre 12 et 18, c'est pas 12, c'était simplement le léger tempérament que monsieur voulait apporter. S'il y a une suspension de permis de conduire et qu'on est sur un quantum sur une durée moins longue, c'est l'amende à ce moment-là qui proportionnellement sera plus élevée. Parce que je peux payer un peu plus cher. Donc on est sur une suspension d'1 an et une peine de 1 000 €. 1 000 €. Le procureur a fait un pas, le prévenu hésite, il est vite rappelé à l'ordre. Ouais, je vais prendre 12 mois et 1000. Vous n'êtes pas au restaurant, monsieur Nechira. Ouais, je sais, mais bon. Donc la question c'est simple, est-ce que vous acceptez la peine que je vous propose ou non? Oui, j'accepte. Bon. Depuis le 1er octobre, près de 3500 affaires ont ainsi été jugées en France. Objectif prioritaire, désengorger les tribunaux. Une justice rapide qui n'est pas toujours pour déplaire. Si j'avais eu à m'occuper de ces 4 dossiers dans le cadre d'une comparution immédiate, c'est évident que j'y passais l'après-midi. Là, vous voyez qu'en 1h30, c'est plié. En 2 heures, c'est plié pour 4 affaires. Alors, est-ce qu'après, ça a été bien jugé ou mal jugé? Je suis encore incapable de vous le dire. C'est en tout cas ce que semble penser la majorité des juges chargés en aval de valider ces condamnations. Voilà, maître, donc l'audience. Ils ont homologué plus de 80% des peines proposées par le parquet. Je vous remercie. Au revoir. J'en viens à ce drame qui touche 2 adolescentes d'une douzaine d'années. Par inconscience, en jouant avec des allumettes dans une grange, elles ont mis le feu à une fusée anti-grêle, un puissant explosif. Les 2 jeunes filles sont grièvement blessées en réanimation à Toulouse. Séverine Lebrun. C'est ici qu'a eu lieu l'accident. Une ferme abandonnée devenue le terrain de jeu des enfants du village. Un terrain dangereux. Samedi, en fin d'après-midi, 2 adolescentes de 12 ans et une fillette de 5 ans réussissent à y pénétrer. Une jeune fille est entrée dans cette maison où sont stockées plusieurs fusées anti-grêle. Elles en ont pris une, elles sont allées sur un terrain vague qui est situé un peu plus loin. Là, elles ont utilisé une fusée qui a explosé, on ne sait pas comment encore, et voilà pour l'instant. C'est une fusée comme celle-ci qui a explosé à proximité des enfants. Elles étaient autrefois utilisées par les agriculteurs pour dissiper les nuages. Les 2 adolescentes, grièvement blessées, ont été transférées à l'hôpital de Toulouse. Leurs jours ne sont pas en danger, mais les lésions sont graves. En fin d'après-midi, le maire du village ainsi que l'institut propriétaire des lieux ont été entendus par les gendarmes. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de l'accident et les éventuelles responsabilités. À Paris, la tour la plus haute d'Europe, la tour Montparnasse, qui accueille 600 000 visiteurs chaque année, est présentée comme le fleuron de l'architecture des années 70. Eh bien, cet édifice de 59 étages devra être entièrement désamianté, de l'amiante à tous les étages. C'est ce que révèlent nos confrères du JDD. Certaines parties communes sont même classées niveau 3, le niveau de dangerosité le plus important. Il n'y aurait pas de danger pour les milliers de personnes qui y travaillent chaque jour, mais les travaux de désamiantage prendront des années. Frédéric Monteil, Jacques Gérard. Une vue imprenable sur Paris pour 600 000 visiteurs par an. Voilà ce qu'offre la tour Montparnasse. Un régal pour les yeux, mais une inquiétude pour les poumons. Car à l'intérieur, les 59 étages recèlent de l'amiante en quantité plus ou moins importante. Ce produit cancérigène a été repéré par des experts au plafond, sur les parois et les dalles. L'information révélée ce matin dans la presse n'a pas empêché les touristes d'affluer. L'amiante à haute dose, ça peut être dangereux pour les gens qui vivent là au quotidien. Mais quand on vient passer 1 heure, je ne vois pas tellement de problème. Effectivement, le vrai problème se pose pour les 5000 salariés de la tour. Ce responsable de bar y travaille depuis 22 ans. Pour lui, la surprise est totale. Si vraiment il y a de l'amiante, je ne trouve pas ça normal. Parce qu'au moins on doit être informé avant. Mais c'est aujourd'hui que je découvre qu'il y a de l'amiante. Et pourtant, depuis sa construction entre 1969 et 1972, les propriétaires savent que l'amiante a été utilisé comme isolant, comme dans beaucoup d'autres bâtiments. Aujourd'hui, les associations dénoncent un retard. Les premières expertises amiantes de la tour remontent à 1996. Un diagnostic devait être prêt en décembre 2003, on l'attend toujours. En France, on a une réglementation qui est assez bonne. Simplement, elle n'est pas appliquée. Et elle n'est pas appliquée d'une part parce qu'il y a
assez peu de sensibilité finalement aux questions de santé publique. Et puis surtout, il n'y a pas de véritable contrôle. Désamianter coûtera cher, 4 millions d'euros par étage, 240 millions au final. Faudra-t-il interdire l'accès aux salariés et aux touristes pour accélérer les travaux? Aucune décision n'est prise. Difficile de parler ce soir d'un tournant dans l'affaire des otages Florence Aubenas et Hussein Hanoun en Irak. Il est bien trop tôt, il faut rester prudent. Néanmoins, y a-t-il un frémissement? En tout cas, Jean-Pierre Raffarin a laissé entendre qu'on était entré dans une phase d'accélération, des termes mesurés, mais qui pourrait présager d'une issue heureuse au moment où Serge July, patron de Libération, est à Bagdad. Caroline Gauthier. 67e jour de détention ce dimanche pour Florence Aubenas, Hussein Hanoun. Et pour la première fois ce matin, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin évoque des progrès. Les services officiels français ont connu une accélération des contacts et des informations qui nous permettent aujourd'hui d'avoir quelque espoir, notamment parce qu'il nous paraît aujourd'hui important d'avoir stabilisé quelques contacts avec des personnes qui, comme nous, veulent la libération de Florence Aubenas et d'Hussein Hanoun. C'est une note d'espoir que lance le chef du gouvernement, tout en rappelant qu'il reste très prudent. Il n'est pas encore question de dénouement. Pendant ce temps à Bagdad, Serge July, le directeur du journal Libération, s'active. Arrivé vendredi en Irak, il multiplie les rencontres. On le voit ici accorder une interview à la télévision irakienne. Son objectif, lancer un appel aux ravisseurs, sensibiliser les Irakiens au sort de Florence et d'Hussein. Une visite prévue de longue date, Serge July dit ne pas être au courant des progrès évoqués par le Premier ministre. Si naturellement, au cours de ce séjour qui prend fin demain, il devait y avoir une très bonne nouvelle, je serais très heureux d'être là pour l'accueillir, mais il n'y a aucun élément qui me permette de penser que ça puisse intervenir maintenant. À ma connaissance, il n'y a pas de nouvelles pour l'instant. À ma connaissance, il n'y a pas de nouvelles. En France, la mobilisation se poursuit. Hier, 1000 fanfares ont résonné du nord au sud pour que Florence et Hussein entendent cette musique de l'espoir. À Rome, contre toute attente, le pape Jean-Paul II a quitté il y a 2 heures maintenant l'hôpital Gemelli pour regagner ses appartements au Vatican, des appartements qui sont hautement médicalisés. Jean-Paul II qui à midi s'est adressé aux fidèles pour leur souhaiter un bon dimanche à Rome. Gérard Grisbeck, Romain Potoki. C'est à bord d'un monospace et non de la papamobile que Jean-Paul II a quitté l'hôpital sous les applaudissements de la foule. Le pape semble aller bien. La fenêtre de la voiture est même entrouverte. Jean-Paul II ne devait rejoindre le Vatican que la semaine prochaine. La surprise a donc été grande. C'est une grande joie d'entendre qu'il sort de l'hôpital, finalement. Ça veut dire qu'il va bien. Je lui souhaite plein de bonnes choses et je lui envoie un baiser. Ça me semble un peu tôt après tout ce qu'il a eu. Ce midi, le pape a donné sa bénédiction de sa chambre d'hôpital et il a prononcé quelques paroles. Vendredi, il avait parlé pour la première fois depuis sa trachéotomie. Jean-Paul II sera donc resté ici 17 jours. C'était la 2e fois en 2 mois qu'il était hospitalisé, toujours pour les mêmes raisons. Il a du mal à respirer. Le pape sera donc au Vatican pour célébrer la semaine pascale, mais son programme a été allégé pour lui permettre de poursuivre sa convalescence. En France, la loi sur la laïcité concerne bien évidemment l'école, mais ces principes même de laïcité doivent être de la même façon respectés à l'hôpital. Une circulaire du ministère de la Santé est arrivée sur les bureaux des responsables des hôpitaux publics. Il faut savoir que par conviction religieuse, dans certaines communautés, on refuse par exemple pour les femmes d'être soignées par un homme. Ces coutumes ou croyances peuvent même mettre en danger la vie des patientes. Reportage Sophie Rodier, Dominique Tingbakala. Maternité de l'hôpital Bichat, au nord de Paris. 2400 accouchements par an. Ici, toutes les religions, toutes les nationalités se côtoient. Alors le personnel médical se heurte parfois aux croyances des patientes. Parmi les situations problématiques, les femmes africaines qui refusent la césarienne. Dans ce cas, le personnel médical n'hésite pas à prendre plus de temps pour expliquer. On me dit voilà madame, on va faire une césarienne. Ah non, non, il faut que je demande à mon mari. Si le mari est là,
on peut passer par exemple 30 ou 40 minutes à discuter avec la femme et son mari pour pouvoir faire la césarienne. Dans la mesure du possible, les soignants sont amenés à répondre aux demandes spécifiques de chaque communauté. Rencontrée l'an dernier à l'hôpital de Saint-Denis, Atika, 27 ans, attendait son premier enfant. Musulmane, avec son mari, elle avait demandé à être suivie par un médecin femme au nom de sa religion. Pour une musulmane, surtout qui porte le voile, de se faire consulter par un homme, c'est hors de nos principes, nos traditions. Toutefois, Atika admettait qu'en cas d'urgence, la santé prenne le pas sur sa religion. Mais à Bichat, les soignants le constatent, certaines patientes, quelques dizaines, les plus extrémistes, préfèrent mettre leur vie en danger plutôt que d'avoir affaire à un homme. Il y a quelques mois, ce chef de service a été confronté à une telle situation, une femme qui refuse d'être opérée par un médecin homme. Nous sommes passés outre sa décision et c'est un personnel masculin qui l'a césarisé contre son gré, car il est inimaginable dans le cadre du service public de pouvoir mobiliser 2 personnels de garde en tenant compte de leur sexe, c'est-à-dire pour chaque garde qu'un homme double une femme et inversement. Même s'il s'agit de demandes marginales, environ 1 à 2% des patientes, la circulaire du ministère de la Santé diffusée à tous les hôpitaux publics a le mérite de clarifier un point. L'expression des convictions religieuses ne doit pas porter atteinte à la qualité des soins. C'est cette semaine que vont reprendre, après la trêve hivernale, les expulsions. Le droit au logement manifestait cet après-midi à Paris. Un millier de personnes parties de la République pour réclamer l'arrêt des expulsions sans relogement. Le nombre d'expulsions qui est en augmentation, 78 000 en 2003, d'après la Fondation Abbé Pierre, soit 12 000 de plus que l'année précédente. Un traumatisme pour ceux qui ne sont pas nécessairement de mauvais payeurs, mais qui connaissent de terribles revers, des accidentés de la vie. Anne Guéry, Samuel Humez. Ces photos le lui rappellent cruellement. Il fut un temps où sa vie était douce. C'était ma maison. Et ça, c'était un des bâtiments de la cour, les écuries. Une jolie maison en province, un restaurant, du terrain tout autour, ça, une un cheval, jusqu'au jour où... C'est toujours mon ami. J'ai tout perdu, quoi. J'ai tout perdu, voilà. Tout commence en 2001. Pour aider sa fille qui n'a pas de travail, un enfant à charge, pas de mari, Janine vend tous ses biens. Elle achète un restaurant à Paris, loue un appartement et sans se méfier, elle met tout au nom de sa fille. Pendant 3 ans, mère et fille travaillent et vivent ensemble, mais l'histoire familiale tourne mal, le restaurant fait faillite. La fille revend l'affaire et disparaît, laissant à Janine les dettes et la garde du petit garçon. Tout le monde me dit, tous mes amis me disent, oui, mais tu as commis une erreur. Oui, bah, bien sûr, on commet des erreurs. Et voilà comment on descend dans la société sans s'en rendre compte. D'autant que sa fille avait aussi oublié de payer le loyer. Du coup, Janine se retrouve seule avec son petit-fils, une dette de loyer de 10 000 €, une petite retraite de 800 € et la menace d'être expulsée. Ces demandes de logement social sont restées sans réponse et pour couronner le tout, un jour, aux allocations familiales, on lui a fait comprendre qu'elle était désormais dans le camp des familles précaires. Le plus horrible de l'histoire, c'est quand même que j'ai quand même un vécu de personnes actives qui n'a jamais rien demandé à personne. Et un jour, parce que j'ai un petit garçon, je me retrouve à la CAF et à la CAF, on me conseille d'aller rue de la Réunion et qu'est-ce que je vois? Emmaüs. Je me suis dit Emmaüs, mais enfin pourquoi pas au resto du cœur? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'avais tellement honte, mais j'étais tellement, comment dirais-je, détruite à ce moment-là, vous voyez. Quand les services publics ne lui furent d'aucun secours, Emmaüs fut le dernier recours. Des bénévoles mobilisés pour que Janine et son petit-fils ne perdent pas pied. Car chez Emmaüs, on sait d'expérience qu'une fois expulsées, les familles ont toutes les peines à se relever. Pour des familles ou des personnes seules qui trébuchent, qui ont un accident de la vie, même si elles travaillent, une fois qu'elles ont perdu leur logement, c'est très difficile pour elles de pouvoir remettre le pied à l'étrier. Vous pensez là au 15 mars? J'y pense. Je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. 1 an que ça dure. Chaque jour, la dame de 69 ans et le petit garçon de 10 ans tentent d'imaginer ce qu'ils deviendront si le 15 mars, ils sont expulsés.
Pour répondre à la grogne sociale, il y aura bien réouverture des négociations dans la fonction publique pour la défense du pouvoir d'achat. La date est fixée d'ici à fin mars. C'est ce qu'a annoncé Jean-Pierre Raffarin. Quant aux entreprises qui ont de bons résultats, elles devraient en faire bénéficier leurs salariés par un intéressement. Les syndicats n'ont pas tardé à réagir. Céline Crespi, Catherine Juste. Entre 600 000 et 1 million de manifestants jeudi pour réclamer des hausses de salaire. Les syndicats voulaient frapper fort et visiblement ça a marché. Jean-Pierre Raffarin consent un effort pour les fonctionnaires. J'ai demandé à Renaud Dutreil d'engager une négociation avec les syndicats de fonctionnaires avant la fin mars sur 2 sujets. La modernisation, la réforme de la fonction publique, mais également discussion, négociation sur les salaires pour l'année 2005 et pour l'année 2006. Positif pour les syndicats, en décembre, ils n'avaient obtenu qu'1% d'augmentation de salaire. Bientôt, la porte des négociations va être rouverte. Ce que m'a dit le Premier ministre, ce serait le 24 mars prochain. Mais ma réponse au Premier ministre, c'est simple. C'est oui, nous voulons des négociations, vous les proposez, la CFDT est prête à ouvrir ces négociations. Pour les salariés du privé, le gouvernement devrait annoncer des mesures pour le développement des primes de participation et d'intéressement dans les entreprises. Une mauvaise réponse au problème pour la CGT. La participation, ce n'est pas du salaire, c'est quelque chose qu'on touche éventuellement 5 ans après parce que cela est placé sur un compte, c'est variable en fonction des résultats de l'entreprise. Le gouvernement se tromperait s'il pensait que c'est ainsi qu'il peut répondre à l'exigence d'augmentation du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin a voulu se donner un peu d'air et faire retomber la pression syndicale. Nicolas Sarkozy devrait retrouver les bancs de l'Assemblée. Aujourd'hui se déroulait une élection législative partielle dans les Hauts-de-Seine. Dans cette circonscription, il a déjà été 5 fois député depuis 88. Il est donné grand favori. Les bureaux de vote ont fermé à 20 h. En Espagne, vaste coup de filet de la police contre le blanchiment d'argent, la plus grande opération menée dans le pays. 41 personnes arrêtées, 300 policiers mobilisés et 10 mois d'enquête appartenaient à ce réseau international des Français, des Russes, des Ukrainiens. 42 voitures de luxe ont été saisies ainsi que 2 avions privés et un bateau. L'affaire porte sur plus de 250 millions d'euros de capitaux, des sommes d'argent qui auraient été détournées du groupe pétrolier russe Yukos qui dément ce soir être impliqué dans ce réseau. Prudence si vous êtes en montagne, le manteau neigeux est instable avec le redoux. Après les avalanches de ce week-end en Savoie, une coulée de neige a emporté un skieur dans les Vosges. Son corps a été retrouvé en fin d'après-midi. Au total, on déplore une quarantaine d'accidents, dont 11 mortels dans l'ensemble des massifs de France. La période de grand froid que nous venons de traverser ne garantit aucune sécurité hors des pistes balisées. Anne Guéry. De prime abord, la montagne semble inoffensive et pourtant, 40 accidents d'avalanche recensés au 1er mars, dont 11 mortels. Contrairement aux idées reçues, le froid de ces dernières semaines n'a pas consolidé le manteau neigeux. Au contraire, le choc des températures a fragilisé les massifs montagneux. Moins 15 au sommet, 0 au sol, et c'est le risque d'avalanche qui augmente. Les grains de neige se transforment en billes, on appelle ça des gobelets. C'est comme si vous mettiez des roulements à billes sur une glace et puis vous levez la glace et tout va en bas. Alors si vous avez 1 mètre de neige dessus, le mètre de neige il part en même temps. Un risque d'autant plus important que les skieurs, au dire des secouristes, font trop souvent l'impasse sur les équipements de sécurité. Pas de pelle à neige, pas de sonde et en plus on skie sans prendre d'informations préalables sur l'état du manteau neigeux. Un manteau qui devrait être encore plus fragile ces jours prochains avec le retour des températures de printemps. Alors plus que jamais, la prudence est de mise, même si de prime abord, la montagne semble inoffensive. Et voilà que la sécheresse menace dans le sud de la France, mais aussi dans les Deux-Sèvres ou dans la Vienne. Les chutes de neige de ces derniers jours n'y changeront pas grand-chose. Les pluies d'automne et d'hiver ont été insuffisantes et à certains endroits, on a mis en place des mesures de restriction d'eau. Reportage dans la Vienne, Christophe de Valambras, Philippe Ritten. De mémoire de Poitevin, cette petite rivière ne s'est jamais retrouvée à sec. Et c'est une première d'autant plus étonnante qu'en ce moment, en fin d'hiver, le cours d'eau devrait être à son débit maximum. À cette saison, vous devriez avoir à peu près 20 cm d'eau à cet endroit. C'est une situation qui est bien pire que la situation
de fin d'été. Et toute la Vienne est actuellement victime de cette sécheresse. Le problème, c'est qu'il n'a pas assez plu cet hiver. 70% de déficit pluviométrique par rapport aux normales saisonnières, un record depuis 30 ans. Les conséquences, elles sont simples. C'est de toute façon, il faudrait des épisodes pluvieux très soutenus pour arriver à compenser les usages et donc satisfaire les besoins de tous. Donc on s'oriente vers une année très sèche. On s'oriente de toute façon vers une année très difficile. Et les agriculteurs irrigants sont déjà très inquiets pour leur saison. Avant les semis de printemps, ils doivent prévoir de s'adapter à de très probables et importantes restrictions d'eau. On va certainement pallier en mettant des variétés plus précoces et donc qui demandent moins d'eau pour mener à bien le cycle de la culture. Et les pêcheurs sont également victimes de cette sécheresse. Il va falloir se regrouper dans les secteurs où il y a un peu d'eau parce que le reste, on ne pourra pas pêcher, quoi. La préfecture de la Vienne mettra en fonction son plan de gestion des ressources en eau, avec avant même l'arrivée du printemps, les premières mesures de restriction. On ignore le jour précis de sa mort et pourtant elle est célèbre dans le monde entier. Son témoignage fait partie de notre mémoire collective. Anne Frank, cette jeune fille juive persécutée par les nazis et qui nous a laissé son journal écrit dans la clandestinité, n'a pas survécu au régime des camps. L'appartement dans lequel elle s'est cachée à Amsterdam il y a 60 ans va devenir une résidence pour les écrivains Jérôme Benny, Charles Anderlin. Dans ce film de mariage apparaît là-haut, à la fenêtre d'un immeuble d'Amsterdam, une fillette du nom d'Anne Frank. Fuyant les persécutions nazies, sa famille juive de Francfort s'était réfugiée en Hollande, mais le 10 mai 1940, l'armée allemande envahit le pays. Anne Frank doit fréquenter une école réservée aux juifs. Elle est particulièrement vive et attachante. Parmi ses amis, Anna Goslar, qui vit aujourd'hui à Jérusalem. Un jour de juillet 42, se souvient-elle, elle va chercher Anne pour les vacances. J'ai sonné, ressonné, pas de réponse. À la troisième sonnerie, le voisin est descendu et m'a dit « Vous n'êtes pas au courant ? La famille Frank est partie pour la Suisse. » En fait, ils ne sont pas en Suisse, ils sont toujours à Amsterdam, mais pour échapper au SS, ils se sont cachés dans les combles de cette maison, derrière cette bibliothèque pivotante. Ils vont vivre 2 ans de clandestinité dans cet appartement. Anne Frank consigne tout dans un journal, avec le pressentiment qu'elle écrit pour la postérité. Elle apprend que les Juifs d'Amsterdam sont envoyés dans des camps. Nous supposons que la plupart se font massacrer. La radio anglaise parle d'asphyxie par les gaz. C'est peut-être la méthode d'élimination la plus rapide. Je suis bouleversée. Le 4 août 1944, la famille Frank est arrêtée sur dénonciation. Anne et sa sœur Margot déportées à Bergen-Belsen. Anna Goslar est dans le même camp. Elle ne reconnaît pas la voix brisée de son amie. Anna m'a dit « Je n'ai plus personne ». J'ai toujours pensé que si elle avait su que son père était encore en vie, elle aurait eu plus de force. Quand les troupes britanniques libèrent le camp, le 12 avril 1945, Anne et sa sœur sont dans la fosse commune. Elles ont succombé au typhus quelques semaines avant. Mais grâce à son journal, diffusé à plus de 20 millions d'exemplaires, Anne Frank deviendra le symbole du martyre juif. On passe à l'actualité sportive avec l'arrivée en ce moment même de la toute dernière concurrente du Vendée Globe. Plus de 40 jours après Vincent Rioux, le vainqueur, Karen Lebovici, qui a beaucoup souffert pendant ce tour du monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistance, est en train donc de regagner la terre ferme. On imagine son soulagement après 4 mois et 5 jours de mer. François Privat, Alain Darigrand. Après un tour du monde, la calmasse pour les derniers milles qui la séparent des Sables d'Olonne. Karen Lebovici, impatiente d'arriver à bon port. C'est très long. Et ça va être très long. C'est frustrant après un tour du monde comme ça d'arriver sans vent? C'est un peu dur, oui, c'est un peu dur, mais on n'a pas le choix, donc il faut rester souple et croustillant et attendre, quoi, parce que de toute façon, je peux rien faire. Au mois d'août dernier, la navigatrice de 32 ans a été victime d'un grave accident de la route. Elle a réussi à prendre le départ du Vendée Globe après une lourde intervention chirurgicale à la colonne vertébrale. Aujourd'hui, les traits tirés de Karen Lebovici après le tour du monde du courage. Dans quel état vous vous sentez là? Fatiguée, un peu mal partout et hâte en fait de mettre les pieds sur le ponton pour trouver d'autres énergies pour aller voir tous les gens que j'aime et faire la fête avec eux parce
parce qu'on en a besoin, je crois. 4 mois. Avec ce même bateau, en 1996, Catherine Chabot avait bouclé le Vendée Globe en 140 jours. Ce soir, Karen Lebovici améliore cette performance de 14 jours, un exploit avec une embarcation construite il y a 13 ans, considérée comme dépassée. Du rugby avec la victoire du Pays de Galles contre l'Écosse, 46-22. Les Gallois sont bien placés pour tenter de décrocher un premier grand chelem depuis 78. Ils en ont en tout cas l'intention. La semaine prochaine, ils accueilleront à Cardiff l'Irlande, battue par la France hier. Sans faire encore le bilan de la saison des sports d'hiver, on sait que la neige est excellente, que les skieurs sont au rendez-vous. Après les vacances scolaires, la clientèle est européenne, comme le montre à Méribel ce reportage de Virginie Fichet et Philippe Évêque. Ready? Shall we go? Let's go. Hi, I'm Vanessa from Sydney in Australia. Og jeg er fra en lille by oppe i det nordlige Danmark. I'm Daniel, I'm from Bristol in England. Hej, jeg heter Kjartan Sølvason og jeg er fra Istanbul. Your hand forwards. Up. Whoops. Sur les pentes enneigées, c'est la saison des étrangers. Depuis longtemps, ils ont bien compris que venir skier hors des vacances scolaires françaises présente beaucoup d'avantages. Il m'est arrivé de skier pendant les périodes de Noël, jour de l'an, mais cette semaine, c'est vraiment mieux. Il y a plus de neige, moins de monde, on fait moins la queue aux remontées. En cette période, à Méribel, les 2/3 de la clientèle sont d'origine étrangère. Loin du rush, ces vacanciers savourent et ceux qui travaillent aussi. Les gens sont plus cool, plus relâchés. Sur les pistes, on a moins de monde. En plus, on a le soleil, donc c'est parfait. Pour ceux qui peuvent se glisser hors du cadre imposé des rythmes scolaires, le temps s'étire. Les vacances au sport d'hiver sont moins sportives, justement. Un petit peu plus de liberté, hein. On a vraiment l'impression d'avoir un petit peu plus d'espace à nous, même si l'espace est déjà grand. Tout semble plus simple. Mamie peut garder tranquillement les petits. Quant aux plus grands, inutile de réserver la garderie un mois à l'avance, comme pendant les semaines de pointe. On ne veut pas se prendre la tête non plus à tout planifier tout le temps. Donc c'est vrai que par exemple pour la garderie, on a pu lui trouver une place à peu près sans problème 3 ou 4 jours dans la semaine. Les élèves britanniques, eux, devraient peut-être déjà réserver pour l'année prochaine. Une semaine, même plus calme, ne suffit pas toujours à maîtriser le planter du bâton. Et du côté du bassin d'Arcachon, un air de printemps. On nous promet d'ailleurs une fin de semaine au-dessus des températures de saison. Avant-goût avec le retour des premiers rayons de soleil pour le plus grand plaisir des promeneurs. David Bazier, Philippe Dumail. Le voilà enfin, le premier rayon un peu chaud d'un soleil aux effets instantanés. Ces cigognes du bassin d'Arcachon ne grelottent plus, elles claquettent dans un numéro de charme. Et oui, quelques degrés de plus et c'est déjà... Comment dit-on déjà? C'est le printemps. Maintenant que la température est beaucoup plus clémente, on a une explosion comme ça de vie, beaucoup plus de parades l'après-midi ou le matin, beaucoup plus de chants, d'accouplement et d'installation. Donc ça stimule beaucoup plus les oiseaux. Pour la flore, c'est au sol qu'il faut chercher l'effet de la remontée des températures, comme ces tussis-là, utilisés pour soigner les dernières toux d'hiver. Ce que la nature nous dit, c'est que là, on est sorti du froid et puis on est à 1 semaine à 2 semaines des floraisons printanières, quoi. La nature rattrape vite le temps perdu. Dans un mois, des bébés cigognes naîtront dans ce nid. Des bébés, des cigognes, voilà des signes que chez les humains aussi, il doit se passer quelque chose. Bien sûr, il y a de la joie. Certains redeviennent légers et légères. L'homme qui n'a jamais froid s'affiche en maillot de bain. Mais par 15 degrés, la plupart préfèrent rester couverts pour profiter des cartes postales de l'été. Avec ma femme, elle m'a dit bon, tu laisses tout tomber, le boulot et tout, parce que j'ai beaucoup de travail. Puis on est parti hier après-midi d'Agen à quelle heure? À 14h. Voilà. Ben, chez nous, effectivement, il a gelé, il gelait encore ce matin et là, le soleil, on sort. Quelques-uns osent un pied dans l'eau. Quant à se baigner, véritablement, cela reste encore accidentel. Les célèbres illustrateurs français travaillent pour la mode. Leur coup de crayon fait des ravages à l'heure de la photographie numérique. Exposition à Paris. Estelle Collin, Marie-Pierre Cassignard. Des dessins comme ceux de Jean-Philippe Delhomme font fureur en Asie. Il aurait pu être peintre. Il aurait aussi pu être journaliste. Il a choisi d'être illustrateur. Illustrateur de mode, très exactement. Son métier, rendre compte des tendances esthétiques de la saison, mais non sans quelques difficultés.
Ça dépend, par exemple des gens comme Lacroix sont plutôt heureux qu'on les décide et s'intéressent au dessin et à la peinture. Ou alors par exemple quand c'est Galliano, donc, là c'est dans les backstage de Galliano, on est repoussé presque à coups de pied. Ils sont une quinzaine comme lui dans cette exposition Touche Français. Reconnus mondialement pour leur coup de crayon et ce Made in France a une très forte cote à l'étranger. Les magazines français en fait font pas encore trop appel en fait à l'illustration de mode. Mais à l'international, surtout au Japon, il y a les illustrateurs français absolument partout en fait. Ces croqueurs de mode arpentent les défilés comme ici chez Victor et Rolf, généralement pour les magazines. Avec pour tout bagage, appareil photo, petit bloc-notes et 15 minutes pour tout garder en mémoire. Je fais des photos pour essayer de me souvenir, parce qu'il y a beaucoup de détails, des choses compliquées. Ce qui est amusant, c'est de refaire exactement les choses comme elles sont. Et puis des dessins aussi qui sont plus justement des moments, effectivement, des attitudes. Romantisme, drôlerie, poésie. Après une parenthèse d'une vingtaine d'années en France, le dessin de mode est à nouveau à la mode. Résultat sans doute de l'overdose des photos du porno chic des années 90. Jérôme Sabary est un personnage de roman, on le savait. Aujourd'hui, il fait de lui-même un spectacle de music-hall dans la vie d'artiste racontée à ma fille. Le directeur de la troupe du Magic Circus se raconte à sa manière à l'Opéra Comique. Sophie Jouve, Didier Dahan. Jérôme joue Jérôme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ma fille. Et Nina, sa fille, incarne tous les personnages qui ont croisé sa route. Un drôle de jeu de miroir pour faire revivre les années Savary. Ma fille, elle me suit depuis qu'elle est née, quoi. À 3 ans, elle avait déjà dormi dans 250 hôtels. Car c'était l'époque du Grand Magic Circus. Cette troupe iconoclaste lancée sur les routes de France qui faisait scandale ou triomphait avec ses parodies, ses numéros ratés. L'arrivée d'un personnage insolite. L'esprit anard et fêtard des années 60 que Savary fait revivre dans son autoportrait. Je suis Astor, le magicien, celui qui transforme les chats en chiens, qui sort de son chapeau des petits lapins et des colombes blanches de sa main. Il n'y avait pas le sida, il y avait déjà la pilule, il n'y avait pas de chômage. Un vent de liberté et c'était des années extrêmement propices à la provocation, à l'avant-garde, au théâtre, à la création en général. Mais la vie de cet homme orchestre plonge plus loin encore. Dans l'enfance en Argentine, et puis les débuts, les déboires, les rencontres, Billie Holiday à New York. My old soleil, I can't even think of his name. Aux gens qui me disent que je me suis embourgeoisé, je leur réponds, mais non, c'est la société qui s'est encanaillée et qui a fini par nous accepter. Je veux triompher à Broadway. 40 ans de vie de Savary, c'est donc 40 ans de la société française. Un joli raccourci pour celui qui résume son parcours par une simple formule. J'avais du culot. Cinéma avec la sortie mercredi du 4e film de Jacques Audiard, De battre mon cœur s'est arrêté, avec Romain Duris dans son meilleur rôle, la mélomane, prince de la combine immobilière, qui trouvera son salut dans l'art. Ce film a notamment reçu l'Ours d'argent de la meilleure musique au Festival de Berlin. Coup de projecteur avec Pascal Deschamps et Franck Brisset. Chaque homme porte en lui une promesse de changement, mais pour certains, elle est si bien enfouie qu'il faut un coup de pouce du destin pour s'en rendre compte. Tom suit les traces de son père, un marchand de biens véreux dont il exécute les basses œuvres. Une petite frappe qui traîne ses 30 ans de bar en boîte de nuit, jusqu'au jour où il rencontre l'ancien impresario de sa mère, une pianiste concertiste. Mais toi, est-ce que tu as continué à la musique? À le piano? Est-ce que tu as continué le piano? Ah ouais? Enfin, non. Non, après la mort de maman, ça a été compliqué. C'est dommage, tu étais doué. Tom décide alors de reprendre la musique pour préparer une audition, comme une trouée de lumière dans une existence obscure, comme un nouveau départ possible. La notion de changer sa destinée, je veux dire, elle est tout le temps forte. Parce que d'un coup, nous, on est là, spectateurs, on se dit, putain, merde, c'est vrai. Oh,
Peut-être que je m'enterre. Ça fait rêver en tout cas. On a envie de croire à chaque moment que notre vie est possible d'être changée. Enfin, c'est possible. Tu veux gagner de l'argent là, avec le piano? Mais pas les pianos, putain, du piano. C'est pas du commerce. Je te parle d'un truc artistique, tu me parles de thunes là. Et nous, ça va nous rapporter quoi? Tu vas faire genre, j'arrive, je suis plus relax au rendez-vous, c'est ça? Salut les mecs, j'ai fait du piano. Bah moi, je vais me mettre au banjo, tiens. Tom devra rompre avec son milieu. Il devra surtout combattre la violence qui lui servait jusque-là à s'exprimer. C'est quelqu'un qui, en très peu de temps, passe à l'âge d'homme, on va dire. Et il va certainement se réconcilier avec lui-même et avec les autres, etc. Donc c'est tout un parcours initiatique qui fait en très très peu de temps. Une partition subtile, une interprétation virtuose. De battre mon cœur s'est arrêté est un film noir, mais qui finira dans la lumière. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Dans un instant, la météo, Nathalie Rioué. 20h55, Opération Espadon avec John Travolta. 22h40, Faites entrer l'accusé, présenté par Christophe Ondelat. 16h05, le dernier journal, Jean-Claude Renaud. Demain, 7h40, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Michel Chevalet. 13h, Benoît Duquesne. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.